Imaginez un instant que vous soyez un chef d'orchestre, mais au lieu d'avoir une partition claire et des musiciens disciplinés, vous devez coordonner des milliers d'instruments, sauf que personne ne vous donne la moindre information sur ceux qui savent jouer, s'ils sont disponibles ou même s'ils ont encore un violon entre les mains. Impossible, non? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand un gouvernement essaie de planifier toute une économie. Cette idée, Friedrich Hayek l'a formulée il y a près d'un siècle. Et pourtant, aujourd'hui encore, beaucoup pensent que l'État devrait contrôler les prix, gérer la production et organiser l'économie pour éviter le chaos du marché. Mais que se passe-t-il quand un petit groupe d'experts pense pouvoir décider pour des millions de personnes? URSS, file d'attente interminable pour un simple morceau de pain. Venezuela, pénurie de papier toilette à cause du contrôle des prix. Silicon Valley, explosion de l'innovation sans intervention étatique. Pourquoi certains systèmes s'effondrent tandis que d'autres prospèrent? C'est ici que Hayek change la donne. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi une économie planifiée est vouée à l'échec et pourquoi le marché libre est de loin le système le plus efficace pour créer de la richesse et répondre aux besoins des gens. Si vous voulez comprendre comment fonctionne vraiment l'économie et pourquoi certains pays réussissent là où d'autres échouent, alors restez bien jusqu'à la fin. Pourquoi Hayek est une autorité sur le sujet? Avant de plonger dans le débat entre le marché libre et l'économie planifiée, il faut qu'on parle d'un homme. Un homme dont les idées ont changé notre compréhension de l'économie. Et pourtant, il n'a jamais dirigé un pays. Il n'a jamais écrit de loi. Juste des idées. Des idées si puissantes qu'elles ont façonné le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est Friedrich Hayek. Et si vous voulez comprendre pourquoi la planification centralisée est vouée à l'échec, vous devez d'abord comprendre pourquoi ces arguments sont incontournables. Mais pourquoi l'écouter? 3 raisons simples. D'abord, il a reçu le prix Nobel d'économie en 1974. Pas pour avoir fait des jolies théories, mais pour avoir démontré pourquoi la gestion centralisée de l'économie crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Ensuite, c'est le plus grand adversaire des économies planifiées du XXe siècle. Face à une époque où beaucoup pensent que l'État pouvait tout organiser, il a dit stop. Personne ne peut maîtriser une économie aussi complexe. Enfin, son livre clé, La route de la servitude, un avertissement glaçant. Plus l'État contrôle l'économie, plus il s'immisce dans nos vies, et plus on glisse vers le totalitarisme. Mais son vrai combat, c'est pas juste contre un modèle économique, c'est contre une illusion. L'illusion que quelques bureaucrates, aussi intelligents soient-ils, puissent gérer une économie mieux que des millions d'individus agissant librement. Et pourtant, à son époque, cette idée était loin d'être évidente. Face à lui, un autre géant, John Maynard Keynes. Keynes est l'homme du « l'État doit intervenir pour stabiliser l'économie ». Hayek lui répondait son idée clé. L'économie, pas un échiquier où l'État peut déplacer ses pièces comme il l'entend. C'est un organisme vivant, fait de milliards de décisions individuelles qui interagissent entre elles. Et tenter de tout centraliser, c'est comme vouloir jouer aux échecs, les yeux bandés. Personne ne peut centraliser toute l'information d'une économie, pas même une armée de bureaucrates, pas même avec les meilleures intentions du monde. Hayek, c'est pas juste un économiste, c'est celui qui a mis en lumière un des plus grands mythes économiques, l'illusion du contrôle. Et maintenant vous allez voir pourquoi. Il a raison. L'argument central de Hayek, la dispersion de l'information. Ok, maintenant rentrons dans le cœur du sujet. Pourquoi Hayek disait-il que la planification économique ne pouvait pas fonctionner? La réponse tient en une phrase. L'information est trop dispersée pour être centralisée. Imaginez que vous deviez organiser tout le trafic routier d'une ville, mais sans feu de circulation, sans panneaux de signalisation et sans GPS. Tout ce que vous avez, c'est un téléphone et des centaines de chauffeurs qui vous appellent en même temps pour savoir quelle route prendre. Absurde, non? Et pourtant, c'est exactement ce que tente de faire l'État, qui veut contrôler une économie. Car une économie, c'est une quantité inimaginable d'informations, les préférences des consommateurs, les coûts des matières premières, les innovations technologiques,
les millions de décisions prises chaque seconde par les producteurs, les vendeurs, les acheteurs. Et Hayek pose une question simple. Comment le gouvernement pourrait-il capter et traiter toutes les informations en temps réel, mieux qu'un marché où chaque individu ajuste son comportement en fonction des prix et des opportunités? Spoiler, il ne peut pas. C'est là qu'intervient un mécanisme incroyable, invisible et ultra efficace. Le prix. Le prix n'est pas qu'un simple chiffre sur une étiquette, c'est un signal. Si un produit devient rare, son prix monte et pousse les producteurs à en fabriquer plus. Si un produit est en surplus, son prix baisse et le consommateur en profite. Personne ne donne d'ordre, personne ne dicte qui doit produire quoi. Tout s'ajuste naturellement. Et là où ça devient fascinant, c'est que ce système fonctionne sans qu'aucune autorité centrale n'ait besoin d'intervenir. Maintenant, regardons ce qui se passe quand un gouvernement essaie de contrôler tout ça. Les échecs de la planification centralisée. Ok, maintenant qu'on a compris pourquoi le marché est un processeur d'informations infiniment plus efficace que l'État, une question se pose. Que se passe-t-il quand un gouvernement pense pouvoir tout contrôler? La réponse, c'est l'histoire qui nous la donne. Et franchement, elle n'est pas jolie à voir. Chaque fois qu'un État a essayé de prendre le contrôle total de l'économie, le résultat est le même. Pénurie, inefficacité, pauvreté de masse. Alors regardons de plus près. 3 des plus gros fiascos de la planification économique. L'Union soviétique est LA vitrine de l'économie planifiée. L'État décidait de tout. Production, prix, distribution. Sur le papier, c'était censé être hyper efficace. Dans la réalité, c'était un cauchemar. Exemple concret, les quotas absurdes. Un plan quinquennal décidait combien de tonnes d'acier, de chaussures et de blé seraient produites, mais jamais en fonction de la demande réelle. Résultat, trop de chaussures pour pied gauche, mais plus de pain en rayon. Voyez l'absurdité. Un bureau à Moscou décidait pour des millions de personnes ce qui était bon pour elles, et évidemment, ça ne marchait pas. La Chine maoïste, une planification qui vire au drame. Dans les années 50, Mao Zedong lance ce qu'il appelle le grand bond en avant. L'idée, transformer la Chine en superpuissance industrielle grâce à une planification d'État radicale. Le plan était simple, forcer des millions de paysans à produire de l'acier au lieu de cultiver des champs. Fixer des quotas de production alimentaire absurdes pour impressionner le parti. Brûler les forêts pour augmenter la production de charbon. Et le résultat, une catastrophe. Les fours improvisés ont produit de l'acier inutilisable. Les chiffres de récolte étaient faux, mais personne n'osait le dire. Et au final, une famine a causé la mort de 30 à 40 millions de personnes. Quand l'État pense pouvoir tout contrôler, les erreurs ne se corrigent pas. Elles s'accumulent et deviennent monstrueuses. On pourrait croire que ces erreurs appartiennent au passé, et pourtant elles continuent de se répéter. Prenez le Venezuela, un pays qui était l'un des plus riches d'Amérique latine. Puis, le gouvernement a décidé de tout contrôler. Blocage des prix alimentaires pour protéger le peuple, nationalisation des industries pétrolières, fixation des salaires et contrôle de la monnaie. Résultat, les entreprises ont arrêté de produire, car vendre à perte n'a aucun sens. Le gouvernement a imprimé de la monnaie pour compenser. Et boum, hyperinflation, famine, exode massif de la population. Encore une fois, les mêmes erreurs. Un État qui croit pouvoir organiser une économie comme une machine, des décisions prises d'en haut, sans comprendre les besoins réels, et une catastrophe qui aurait pu être évitée. Pourquoi ça échoue toujours? 3 pays, 3 époques, 3 modèles différents, mais toujours la même erreur, l'illusion du contrôle. Pourquoi la planification centralisée échoue-t-elle? Toujours. Parce qu'elle ignore la dispersion de l'information, parce qu'elle supprime les incitations individuelles à bien produire, parce qu'elle ne peut pas corriger ses erreurs aussi vite qu'un marché libre. Vous voyez où je veux en venir. À chaque fois qu'un gouvernement a essayé de centraliser l'économie, il s'est planté, parfois de façon dramatique, et pourtant, certains continuent d'y croire. Mais alors, si le marché est la meilleure solution, comment fonctionne-t-il réellement? Pourquoi réussit-il là où l'État échoue? C'est ce qu'on va voir maintenant. Jusqu'ici, on a vu pourquoi la planification économique était un désastre. Mais alors, pourquoi le marché libre fait-il mieux? Pourquoi fonctionne-t-il là où l'État échoue? La réponse tient en 3 mots. Liberté, flexibilité
Incitation. C'est ça le secret du marché. Il s'adapte, il récompense l'innovation et surtout, il laisse les individus prendre les meilleures décisions pour eux-mêmes. Laissez-moi vous montrer comment ça marche, avec 3 grands principes qui rendent le marché imbattable. Le marché est flexible, il s'adapte en temps réel. Dans une économie libre, personne n'a besoin d'attendre l'autorisation d'un bureaucrate pour ajuster son activité. Tout se régule naturellement. Exemple concret, la crise des masques en 2020. Au début, pénurie mondiale. Les prix explosent. Des centaines d'entreprises réorientent leur production pour répondre à la demande. En quelques mois, les prix redescendent et le marché se stabilise. Aucune commission centrale n'a dit « Toi, fabrique des masques ». C'est juste le marché qui a réagi. Comparez ça aux planifications centralisées. Si c'est l'État qui décide, il faudrait des mois pour qu'une décision soit prise. Et quand elle l'est, le problème a déjà changé. Le marché favorise l'innovation, la loi du meilleur. Pourquoi les grandes innovations viennent-elles toujours du secteur privé ? Simple, dans un marché libre, la meilleure idée gagne. Si tu veux réussir, il faut proposer quelque chose que les gens veulent. Apple vs l'URSS. En 1984, Apple sort le premier Macintosh. En 1985, l'URSS produit son premier ordinateur, basé sur des techniques vieilles de 10 ans. Pourquoi cette différence ? Parce que dans l'URSS communiste, il n'y avait aucune concurrence, aucun intérêt à innover. Alors que dans un marché libre, si tu ne crées pas le meilleur produit, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Le marché crée des incitations. Travailler pour soi, pas pour l'État. Pourquoi quelqu'un se lève le matin pour bosser dur ? Parce qu'il sait que ses efforts lui profitent directement. Exemple concret, la différence entre 2 boulangeries. Dans une économie libre, le boulanger sait que plus il fait du bon pain, plus il attire des clients. Dans une économie planifiée, il reçoit un salaire fixe, peu importe la qualité de son pain. Dans le premier cas, il y a une incitation à bien faire. Dans le second, il n'en a rien à faire. C'est pour ça que les économies de marché fonctionnent mieux. Elles donnent une raison aux gens de se surpasser. On a parcouru un long chemin. On a vu pourquoi la planification économique est un mirage. Pourquoi les bureaucrates ne peuvent pas capter toute l'information nécessaire. Pourquoi les tentatives de contrôler le marché ont toujours échoué. Et pourquoi le marché libre, lui, fonctionne. Mais la vraie question c'est, pourquoi devons-nous faire confiance au marché ? La réponse tient en 3 points. D'abord, parce que le marché est un système décentralisé. Il n'y a pas besoin d'un grand chef d'orchestre pour diriger l'économie. Chaque individu, chaque entreprise, chaque consommateur prend des décisions basées sur la réalité du terrain. C'est une intelligence collective en mouvement. Ensuite, parce que le marché est flexible. Quand une crise surgit, quand une demande explose, quand une ressource se raréfie, le marché s'adapte. Les prix envoient des signaux et les acteurs réagissent instantanément. Pas besoin d'attendre une directive gouvernementale. Enfin, parce que le marché est juste. Il récompense ceux qui créent de la valeur, ceux qui trouvent les meilleures idées, qui innovent, qui servent le mieux les autres. Contrairement à l'économie planifiée, où les privilèges vont à ceux qui ont le pouvoir, dans un marché libre, ce sont les idées et le travail qui comptent. Le marché n'est pas parfait, il connaît des crises, il évolue parfois dans le chaos. Mais c'est justement ça qui le rend plus efficace que n'importe quel autre système centralisé. Il corrige ses erreurs en permanence, il apprend, il progresse. Regardez l'histoire. À chaque fois qu'un pays a embrassé la liberté économique, il a prospéré. À chaque fois qu'un État a voulu tout contrôler, il a plongé son peuple dans la stagnation, voire la misère. Alors faut-il faire confiance au marché ? La vraie question c'est, a-t-on déjà vu un autre système qui fonctionne mieux ? Non. La liberté économique n'est pas seulement une question d'efficacité, c'est une question de progrès, et surtout de liberté. Si cette vidéo vous a aidé à voir l'économie différemment, partagez-la, parce que comprendre le marché, c'est comprendre comment fonctionne réellement le monde. Merci, et à bientôt.